Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être venus à cette table ronde organisée par le Cercle des économistes en partenariat avec les Journées de l'économie, qui sera donc consacrée à la sécurité alimentaire dans le monde. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les Journées de l'économie d'avoir invité notre revue Regard croisé sur l'économie pour modérer cette table ronde. Donc, Regard croisé sur l'économie est une revue de diffusion scientifique de la recherche en sciences sociales, éditée par La Découverte et disponible sur Cairn, qui vise à créer des ponts entre la recherche académique et le débat public. Nous publierons le mois prochain un numéro rassemblant des contributions d'économistes, de sociologues, d'historiens et de géographes sur le thème de l'agriculture et des défis auxquels celle-ci est aujourd'hui confrontée. De fait, le Programme alimentaire mondial de l'Organisation des Nations Unies explique que 783 millions de personnes, soit une personne sur 10 dans le monde, souffrent de la faim. L'ONU estime également que près de 30% de la population, soit 2,4 milliards de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire. Plus large que le concept de faim chronique, l'insécurité alimentaire désigne une situation où les personnes ne disposent pas à tout moment d'un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. À savoir que l'Afrique reste le continent le plus touché, avec une personne sur 5 qui souffre de la faim et plus de 60% de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Et de fait, cette proportion n'a cessé de croître depuis 2015. En effet, alors que depuis les années 1990, la tendance mondiale était à la diminution du nombre de personnes souffrant de la faim, cette tendance s'est inversée depuis 2015. Et pourtant, l'éradication de la faim dans le monde d'ici 2030 avait été érigée comme objectif de développement durable de l'agenda 2030 par les 193 États membres de l'ONU. Dès lors, comment expliquer cette tendance à la hausse ? Tout d'abord, les conflits restent le facteur principal. 70% des personnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans ces régions. Dans des régions qui sont touchées par la guerre. Et le récent retrait de la Russie de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes montre d'ailleurs la capacité des conflits à désorganiser le commerce international, qui joue aujourd'hui un rôle essentiel dans l'allocation des ressources alimentaires à travers le monde. Et à ces conflits s'ajoutent des problèmes structurels tels que les effets du réchauffement climatique, l'évolution démographique ou la qualité nutritive des aliments de qualité inégale à travers le monde. Et c'est justement pour éclairer ces divers aspects de l'insécurité alimentaire dans le monde que nous accueillons aujourd'hui 5 économistes. Donc tout d'abord Pierre Jacquet, professeur à l'École des Ponts Paris-Tech et membre du Cercle des économistes, qui dressera un état des lieux de l'insécurité alimentaire mondiale et des problématiques qui sous-tendent son augmentation récente. Kathleen Schubert, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chaire associée à la Paris School of Economics, l'École d'économie de Paris, membre du Conseil d'analyse économique, du Haut Conseil pour le climat et du Cercle des économistes, qui présentera les effets du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité sur le système alimentaire mondial. Hippolyte Dalbis, professeur à Paris School of Economics, membre du Cercle des économistes, explicitera pour sa part le rôle joué par la démographie dans l'évolution de la sécurité alimentaire à travers le monde. Emmanuel Auriol, professeur à la Toulouse School of Economics, membre du Conseil d'analyse économique et membre du Cercle des économistes, soulignera le rôle de la qualité et des caractéristiques nutritives des aliments pour nourrir l'humanité. Et enfin, Akiko Suwa Eisenman, directrice de recherche INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, à l'École d'économie de Paris, membre du Cercle des économistes et du groupe d'experts auprès du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, qui analysera la place centrale prise par le commerce international dans la répartition des denrées. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par SMS au numéro affiché. Nous accorderons un temps en fin de séance pour y répondre. Et je laisse donc désormais la parole à Pierre Jacquet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de dresser un peu le cadre de notre discussion. Ah tiens, c'est instable, voilà. Et j'ai envie de parler, moi, de faillite alimentaire mondiale. Parce que, comme Diane l'a rappelé, il y a les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 avec l'objectif numéro 2, qui est l'objectif de faim zéro.
Et il est question de beaucoup de choses au sein de cet objectif, mais notamment d'éliminer la faim, de mettre fin à toutes les formes de malnutrition, de doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires. Et en fait, on est très très loin du compte. Et pour moi, c'est une faillite morale, parce que ça fait des années, voire des décennies, que le problème de l'insécurité alimentaire se pose. Et malgré tous les efforts, pourrait-on dire, on n'est pas parvenu à améliorer la situation dans un grand nombre de pays, notamment l'Afrique. Alors pourquoi s'y intéresser? Pour moi, cet argument éthique, en soi, il est suffisant. Mais au-delà de l'argument éthique, il y a des arguments évidemment liés à l'instabilité politique que ça crée, aux crises, aux pressions migratoires, aux enjeux de santé liés à la malnutrition. Et puis, en ce qui concerne l'Europe, il y a un aspect géopolitique fondamental, c'est que l'Afrique est notre voisin, avec probablement 2 milliards d'habitants très prochainement, et on ne peut pas laisser la situation se détériorer. Mais j'ai envie de dire, n'oublions pas l'argument éthique qui, pour moi, dans un monde globalisé où l'interdépendance est majeure, est un facteur essentiel de préoccupation. Alors, je voudrais vous montrer quelques chiffres pour appuyer ce que Diane a dit en introduction. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. De toute façon, c'est pas projeté. D'abord, c'est pas projeté. Ça arrive. J'ai demandé. Ça chauffe. Ça chauffe doucement. Voilà, je regardais devant moi et l'écran peut projeter les diapositives. C'est ça. Donc, premier point, la prévalence de la sous-alimentation, c'est-à-dire la consommation d'une quantité de calories insuffisante pour couvrir les besoins énergétiques d'un individu pour une vie normale, saine et active. Et comme vous le voyez sur ces graphiques, la sous-alimentation s'est aggravée depuis le début des années 2010 en ce qui concerne l'Afrique, un petit peu plus tard pour l'Asie du Sud et l'Amérique latine. En tout cas, ça coïncide presque avec l'adoption des objectifs finalement en 2015. Et ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas dû, cette détérioration, au Covid, à l'Ukraine, à Gaza, à la crise des prix énergétiques, à l'inflation. C'est dans l'histoire, ça prédate tous ces événements qui ne font qu'aggraver la situation. On le voit d'ailleurs très bien sur la courbe, il y a quand même une hausse liée au choc du Covid et au choc de la guerre en Ukraine. L'étendue de la sous-alimentation en termes de nombre de personnes donne aussi une indication assez terrifiante. Hein. Et donc plus de 3 milliards de personnes n'avaient pas accès à une alimentation saine en 2020. En ce qui concerne l'insécurité alimentaire elle-même, qui est mesurée par la FAO, organe des Nations Unies, à l'aide de données collectées à partir d'une enquête qui s'appelle l'enquête Food Insecurity Experience Scale, FIES, et qui classe ensuite par indice de gravité. Et vous avez ici sur ces graphiques l'insécurité alimentaire grave, et puis l'insécurité alimentaire grave et modérée. Et vous voyez très clairement ce qui s'est passé dans les pays pauvres et en Afrique subsaharienne, très forte dégradation de l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi à un degré un petit peu moindre ce qui s'est passé en Asie du Sud et en Amérique latine et aux Caraïbes. Alors, j'ai regardé aussi, à travers les statistiques de la FAO, en fonction du genre, ce qui se passe. Et donc, vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, ce problème touche à la fois les femmes et les hommes, et c'était extrêmement grave, évidemment, à un niveau très élevé. En Amérique latine et Caraïbes et en Asie du Sud, les femmes sont davantage touchées. Et donc, il y a un aspect genre qui est aussi très important dans ce débat. N'oublions pas les enfants. Vous avez voilà, cette carte vous montre un panorama de la proportion des enfants en retard de croissance en 2022. Alors le retard de croissance, hein, c'est un ratio faible entre la taille et l'âge. Et vous voyez aussi là l'extrême situation de l'Afrique, de l'Asie du Sud avec l'Inde en particulier, de l'Indonésie et un peu de l'Amérique centrale, et vous voyez que c'est extrêmement préoccupant. La même chose pour ce qu'on appelle l'émaciation, c'est-à-dire un rapport faible entre le poids et la taille, où on retrouve le même problème en Asie du Sud, en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Et c'est évidemment, on parle là d'enfants, et donc c'est toute leur vie qui est pénalisée par cette situation.
ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement un poids et suffisance, ça peut être le surpoids, et d'ailleurs, même pour les adultes, l'obésité, dans les pays en développement et dans les pays pauvres, c'est devenu un vrai problème aussi. Ce qui ramène à la qualité, on en reparlera tout à l'heure, et Emmanuel nous en parlera plus avant. Vous avez ici la proportion des enfants en surpoids, donc on retrouve aussi les problèmes, pas seulement d'ailleurs, vous voyez, dans les pays en développement, mais aussi un petit peu dans certains pays riches, et au Canada en particulier. C'est assez surprenant, quand j'ai vu les statistiques, j'étais assez surpris de voir aussi cela. Alors, je ne voudrais pas m'arrêter à ces statistiques, je voudrais, pour introduire ce que vont dire mes collègues, montrer que la sécurité alimentaire, ce n'est pas simplement une question de production insuffisante ou de distribution insuffisante, et c'est un problème holistique qui concerne énormément de facteurs. Et donc, il y a trois facteurs les plus importants, qui sont la disponibilité physique, donc la production et les importations, les moyens d'accès à cette production, et puis la qualité nutritionnelle. Et c'est l'ensemble des trois qui fait la sécurité alimentaire. Et vous voyez que sur ce triangle, j'ai essayé de décrire à peu près les déterminants de ces trois sommets, en quelque sorte. Alors, en ce qui concerne la disponibilité physique, vous avez d'un côté ce qui concerne la production, qui, elle, dépend des surfaces arables, qui nous amène d'ailleurs à parler du droit des sols, et puis les rendements. Alors, les rendements, c'est la qualité des sols, l'accès au financement, l'accès à l'énergie, la mécanisation, l'accès aux engrais, aux pesticides, la recherche, le progrès technique, le climat, la pluviométrie, les catastrophes naturelles. Tout ça montre que la question même des rendements agricoles va bien au-delà d'un aspect purement technique, même si la technique compte. En ce qui concerne les moyens d'accès, il y a les infrastructures, les fonctionnements des marchés, mais aussi les revenus et les prix, et puis les politiques publiques, dont je reparlerai dans un instant, et puis évidemment la sécurité et les conflits. Et puis, en ce qui concerne la qualité nutritionnelle, eh bien, les facteurs déterminants vont être la recherche, les connaissances, les informations, l'éducation, la publicité et le marketing, les régimes alimentaires, les politiques publiques également. Et puis, dans les disponibilités publiques, j'ai parlé de l'aspect production, mais je ne vais pas parler de l'aspect importation, qui, lui, va dépendre des politiques commerciales, du régime commercial, des contraintes de balance des paiements. Et puis, ça, c'est pas fini. En facteur commun de tout cela, vous avez les politiques publiques, la démographie, l'énergie et le climat, qui sont des problèmes mondiaux, la géopolitique et les conflits dans le monde, et puis la coopération internationale qui, comme vous le savez aujourd'hui, est vacillante. Donc c'est tout ça qui fait la sécurité alimentaire, ce qui veut dire qu'on ne va pas régler le problème en appuyant sur un bouton. C'est un problème holistique qui concerne l'ensemble de l'organisation nationale et internationale. Alors, je voudrais terminer par deux messages. Le premier, c'est ce qui concerne les rendements. Il y a un véritable problème de rendement. On retrouve la situation grave de l'Afrique, qui est tout en bas de ces courbes. J'ai montré le rendement des céréales et des légumineuses sur ce graphique. Et vous voyez qu'ils ont augmenté dans pas mal de régions, mais qui restent très inférieurs à ce que nous connaissons dans les pays développés et qui ont plutôt stagné dans les pays pauvres, et en particulier en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, qui est vraiment tout en bas de ces courbes. On retrouve la même situation sur les autres denrées, les fruits, les racines, les tubercules et les légumes. Et donc tout ça montre qu'on a un vrai problème de rendement, même si, comme je l'ai dit, la production n'est pas la solution de l'insécurité alimentaire parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent. Malgré tout, il y a un problème de rendement majeur dans certaines régions du monde, et notamment en Afrique. Et je voudrais terminer par ce graphique sur les dépenses publiques en soutien à l'agriculture et à l'alimentation. Comme vous le savez, les pays riches font la leçon aux pays pauvres. Libéralisez votre agriculture, libéralisez votre commerce, tout ça sera bon pour vous, et nous produisons pour vous. J'exagère un peu pour forcer le trait et pour susciter le débat. Mais en fait, nous dépensons beaucoup plus en soutien à l'agriculture que ne le font les pays pauvres, de façon presque incomparable. Et vous le voyez très bien sur ce graphique, où vous avez l'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Enfin, vous voyez qu'en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, nous avons des politiques agricoles et alimentaires qui sont plutôt dynamiques. En revanche, malgré toutes les discussions qu'il y a pu avoir à Aruba et autres
autres endroits, les engagements pris n'ont pas pu être tenus pour des raisons d'ailleurs politiques et budgétaires dans la plupart des pays. Donc il y a une insuffisance de soutien à l'agriculture et de politique agricole qui définissent une stratégie de développement agricole qui pèse évidemment sur la sécurité alimentaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais dans le reste de cette discussion, on va pouvoir aborder certains des déterminants que j'ai mentionnés, notamment le climat évidemment et le progrès technique, mais aussi les problèmes de qualité et les problèmes de démographie. Et tout ça va nous permettre d'approfondir un petit peu notre connaissance de ce problème majeur qui, pour moi, reflète encore une fois une faillite morale dont j'espère qu'on va pouvoir enfin se saisir. Merci. Merci beaucoup Pierre Jacquet pour ces explications de l'augmentation de l'insécurité alimentaire depuis 2015. Nous avons pu voir donc que parmi ces causes figurent les effets du réchauffement climatique que Kathleen Schubert va exposer. On a besoin du clicker. Ah oui. Pardon. Merci. Réchauffement climatique et érosion de la biodiversité, parce que ce sont deux problèmes globaux, les problèmes globaux majeurs que nous connaissons aujourd'hui et qui ont un impact évidemment absolument massif, qui auront un impact absolument massif sur la sécurité alimentaire. Donc je commence peut-être par l'effondrement de la biodiversité. Donc vous savez, vous voyez, c'est très clair que la biodiversité, à la fois végétale et animale, est complètement au cœur de la production agricole et des systèmes alimentaires, et que l'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale est un fait bien établi et bien connu. Donc on a beaucoup on a des preuves maintenant de cet effondrement massif actuel que nous connaissons actuellement. Et on a des preuves aussi des causes. Donc les causes qui sont bien identifiées de cet effondrement de la biodiversité sont avant tout le changement d'usage des sols, c'est-à-dire la déforestation, en fait, mais également la surexploitation des ressources, comme les ressources de la pêche, par exemple, les ressources végétales, le changement climatique, les invasions biologiques, les pollutions de toutes sortes. Donc, Premier lien très très fort entre agriculture, sécurité alimentaire et biodiversité, un lien négatif. Donc cette augmentation, cette déforestation pour créer des terres agricoles cause en partie cet effondrement de la biodiversité. Donc c'est vraiment l'agriculture, une des pressions majeures qui s'exerce sur la biodiversité. En sens inverse, il y a un effet boomerang, on pourrait dire. Les atteintes à la biodiversité fragilisent énormément les systèmes de culture, diminuent leur résilience et leur capacité donc à résister aux chocs. Et la baisse des services écosystémiques est un gros problème pour l'agriculture. L'exemple le plus évident qu'on cite tout le temps, c'est la pollinisation. Quand vous n'avez plus d'abeilles, plus de pollinisateurs, ça va être difficile d'avoir des fruits et d'autres types de cultures qui nécessitent de la pollinisation. Et remplacer les abeilles par des personnes qui vont polliniser à la main, on voit bien que c'est extrêmement coûteux, un peu absurde, il faut bien le dire, même complètement absurde. Il vaut mieux laisser faire la nature fournir ces services écosystémiques. Donc des liens très étroits dans les deux sens entre agriculture et biodiversité. Et donc le fait que cet effondrement de la biodiversité va probablement dans l'avenir être un facteur majeur de la baisse des rendements et des problèmes de sécurité alimentaire. Alors le climat, c'est également clairement un problème majeur. Donc le réchauffement climatique, ça influe sur les régimes météorologiques, vagues de chaleur, sécheresse, ou à d'autres moments inondations, davantage de précipitations. Donc ça peut marcher dans les deux sens, à la fois pas assez et trop d'eau, ce qui pour l'agriculture est un problème les deux fois. Et le système alimentaire mondial est très, très sensible, en fait, à la fois à la quantité d'eau, à son absence et à son excès. En sens inverse, le système alimentaire mondial, c'est-à-dire la production d'alimentation, l'agriculture, est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre, en particulier des émissions de méthane. Donc de nouveau, des liens dans les deux sens. Plus d'agriculture, donc plus de méthane, plus d'engrais, est une cause majeure du réchauffement climatique. Et dans l'autre sens, le réchauffement climatique pose un problème important à cause des sécheresses et des excès d'eau à l'agriculture. D'accord ? Donc c'est vraiment des problèmes compliqués, très clairement. Donc
il y a une partie importante de la population mondiale qui est menacée par le changement climatique dans son aspect dégradation de la production d'alimentation et faim dans le monde. Donc, en particulier en Afrique subsaharienne, de nouveau, et puis en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, parce que l'intensification des épisodes de sécheresse et d'un autre côté l'intensification des épisodes de pluie extrêmes ont provoqué ces bouleversements dans la production agricole. Donc, pour être un peu moins négatif, un peu moins absolument négatif, on peut dire que quand même l'impact de la température, l'impact de l'augmentation de la température à des faibles augmentations, des faibles niveaux d'augmentation peut être favorable. Pourquoi ? Parce que à l'agriculture. Pourquoi ? Parce que quand il fait plus chaud, imaginez par exemple le nord du Canada ou la Sibérie, on voit qu'une température plus élevée permettra de faire plus d'agriculture. D'accord ? Donc, sur ces terres qui sont pour l'instant absolument impropres à l'agriculture. Donc pas trop d'augmentation dans certaines zones du monde peut être favorable. Mais quand même, l'image générale, c'est que l'augmentation des températures sera globalement défavorable, et en particulier dans les zones où il fait évidemment déjà chaud et déjà sec. Donc, de plus, les systèmes agricoles devront s'adapter. Donc, le fait que ces systèmes seront fortement heurtés par à la fois l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement implique qu'ils devront s'adapter dans différentes dimensions si on veut continuer à produire suffisamment de nourriture. Donc, d'abord, pour réduire les émissions, donc pour diminuer les pressions, réduire les émissions, diminuer les pressions sur la biodiversité et accroître la résilience des systèmes agricoles, il faudra changer de paradigme. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier comme stratégie ? Alors, je ne prétends pas vous donner toutes les solutions, évidemment, hein, mais juste identifier un certain nombre de stratégies possibles. Donc, d'abord, probablement améliorer beaucoup l'utilisation qu'on fait de l'eau, moins gaspiller l'eau, réfléchir beaucoup mieux à l'arrosage ou à l'irrigation nécessaire, juste nécessaire mais pas plus, pour mieux utiliser cette eau qui va baisser en quantité en agriculture. Gérer la demande, par exemple diminuer la demande de viande de bœuf. Bon, ça c'est bien connu, hein, la viande de bœuf. L'élevage de ruminants, c'est un des causes des émissions de méthane. Également, faire du progrès technologique, en fait, du progrès technologique en agriculture. Par exemple, développer des systèmes qui permettent de mesurer la quantité d'eau dans les sols, des systèmes techniques, hein, pour pouvoir faire des apports d'eau juste ce qu'il faut, pas plus, et donc régler très très finement les intrants agricoles, changer les cultures, donc changement des cultures. Par exemple, est-ce qu'il est malin de continuer à faire dans des zones qui s'assèchent des cultures qui sont très gourmandes en eau? Probablement non. Donc on devra adapter les cultures, modifier les zones de culture, améliorer la santé des sols. Donc les sols, beaucoup de sols ont été abîmés ou appauvris par un mauvais usage, en fait, une mauvaise utilisation de ces terres. Donc, veiller à améliorer cette santé des sols pour qu'ils retiennent mieux l'eau, pour qu'ils retiennent mieux l'azote, etc. Et puis, donc, changer de pratique, hein, se diriger vers l'agroforesterie ou l'agroécologie. Bon, tout ça, c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Les résistances sont importantes, mais je crois que pour assurer la sécurité alimentaire, on est obligé de réfléchir à tout ça sérieusement. Voilà. Merci beaucoup, Kathleen Schubert, pour cette présentation des effets de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique sur le système alimentaire mondial. Mais ce système est aussi tributaire d'une autre problématique structurelle qui est l'évolution démographique dont Hippolyte Dalbis va nous parler. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'équipe des GECO là, de nous inviter, de nous donner la possibilité justement de parler de ces sujets très importants. Donc moi je vais faire le lien finalement entre démographie et sécurité alimentaire, et dans le triangle un peu présenté par Pierre, je vais être juste sur le côté production,
En fait, je vais poser une question extrêmement simple, qui existe depuis longtemps, mais qui est simple à poser. Typiquement, est-ce que si on est plus nombreux, est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde? Donc c'est très, très facile à poser, mais c'est très difficile en fait d'y répondre. Et du coup, je ne vais pas forcément donner une réponse définitive, je vais plutôt vous donner quelques éléments historiques et puis statistiques pour essayer de se faire un peu une idée. Alors le premier, évidemment, à la poser, et ça, je vois qu'il y a des étudiants ici ou des lycéens, c'est Malthus. Il est quand même très connu pour avoir justement posé cette question en disant si les ressources croissent de façon linéaire, on disait arithmétique à l'époque, alors que la population croît de façon exponentielle, finalement on va avoir un souci. Et c'est tellement simple que finalement on a tendance à adhérer. On se dit, oui, en effet, il doit y avoir un problème. Mais ça suscite aussi des très fortes oppositions. C'est une des personnes ou un des économistes qui a été le plus détesté parmi tous les économistes. Ils se sont généralement pas trop aimés, mais alors celui-là était vraiment très très détesté. Et il avait un soutien, en fait, il a eu un soutien de la part de Keynes, mais qui est finalement assez modéré. Mais puis après, du fait notamment des guerres mondiales et de la destruction de personnes, pendant notamment la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui est un petit peu retombé, cette question de la population. Et c'est revenu énormément dans les années, j'appuie pas sur le bon, dans les années 60. Et je vous mets juste une couverture du Times Magazine à l'époque. En 1960, la population mondiale, c'est 3 milliards de gens. Et voilà, ça nous paraît très peu, on est 8 milliards maintenant, mais à l'époque, vous voyez, c'est perçu comme une explosion de la population. Et toutes les personnes qui vont réfléchir un petit peu à l'avenir du monde, à l'avenir de la croissance, etc., à partir de là, vont mettre la question de la population au cœur du problème. Alors peut-être celui qui est le plus célèbre, c'est Paul Ehrlich, en 68, avec ce livre très connu qui s'appelle The Population Bomb. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est en anglais, c'est dans le truc jaune, c'est « While you are reading this word », alors que vous lisez ces mots, 4 personnes seront mortes de faim et la plupart d'entre elles des enfants. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de très dramatique. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à lire, il a même dessiné une petite bombe. Alors là, je vois qu'il n'y a plus les... voilà, la bombe, elle est en bas pour vraiment que vous ayez compris qu'il y a un gros sujet. Mais ça reflète l'état de la pensée à l'époque. Garrett Hardin, qui fait le Tragedy of the Commons, c'est-à-dire la tragédie des communs, qui est un des articles des sciences sociales les plus cités parmi toutes les sciences sociales, c'est un article violemment anti-croissance de la population. Tout le monde le cite, personne ne le lit, mais je veux dire, il dit en fait explicitement qu'il faut revenir sur la déclaration universelle des droits de l'homme qui donne une liberté à procréer. Donc, il est assez violent, et c'est l'état d'esprit de l'époque. D'accord, même le rapport Meadows, qui est aujourd'hui très célébré comme étant, perçu comme étant extrêmement avancé à l'époque, et puis intéressant et prenant en compte, a tout un chapitre très important sur la croissance. Et lorsqu'ils font leur simulation, ils disent la simulation soutenable, ce serait qu'à partir de 1975, il n'y ait plus de croissance de la population. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà l'état d'esprit du truc. Et même Rostow, celui qui a écrit ce fameux livre que certains regarderont peut-être, ou en tout cas citeront peut-être, les étapes de la croissance économique. Je veux dire, Rostow, c'est la superstar, vous voyez, à l'époque. C'est le prof à Harvard, conseiller de Johnson, etc. Ce serait un peu l'équivalent du Flo ou du Haguion réunis en une seule et même personne, quoi. Je veux dire, tellement... voilà. Et lui, il dit... vous voyez, le taux de natalité du tiers-monde, on parlait du tiers-monde à l'époque, il doit passer en dessous de 2%. Aujourd'hui, le taux de natalité en Afrique, il est supérieur à 3%. D'accord ? Et pourtant, d'une certaine manière, a posteriori, nous, on sait qu'on a survécu à cette bombe de la population. Alors, on a survécu comment ? En augmentant la production agricole, et puis en augmentant plus que finalement que la population. Donc ça s'est fait... par une amélioration des rendements, ça s'est fait par la spécialisation internationale, mais ça s'est fait aussi à des coûts. Et Kathleen vient de l'expliciter, des coûts en termes de biodiversité, potentiellement des coûts en termes de réchauffement, etc.
Donc moi, le seul truc que je dois dire, c'est comment on voit l'avenir. Si on regarde les évolutions de la population, là je vous ai mis les projections, pas les projections habituelles, mais les projections qui sont intéressantes, qui sont les projections probabilistes un petit peu de l'ONU. Vous voyez, on est à peu près à 8 milliards, et là je vous mets une évolution jusqu'à 2100. Et entre les deux courbes rouges, vous avez l'évolution probable, c'est-à-dire il y a 80% de chances que la population augmente à un peu plus que 9 milliards, entre un peu plus de 9 milliards, ouais, ce qui ferait une augmentation de 17%, et jusqu'à presque 12 milliards, ce qui ferait une augmentation de 46%. Ouais, c'est quand même colossal, donc on n'est pas dans le doublement, etc., comme on était avant, mais même on serait sur une augmentation de 46% à marge haute. D'accord. Alors, je veux dire, est-ce que nous, on peut traiter ça? Est-ce qu'on peut être suffisamment productif, en fait, pour faire en sorte qu'au moins la production par tête ne diminue pas? Eh bien, 46% d'augmentation de la production agricole, c'est ce que le monde a fait au cours des 20 dernières années. D'accord. Donc, en première approximation, on se dit, bah, voilà, ça, c'est ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années, à des coûts considérables, mais on sait le faire. Et donc là, il faudrait, d'une certaine manière, le refaire d'ici 2100. Donc, bon, on se dit, ben, voilà, ce n'est pas forcément un souci, la population n'est pas forcément un souci, on devrait pouvoir le gérer. Alors, la question un peu plus cruciale, c'est de regarder justement pas l'ensemble de la population, mais de descendre sur la zone qui va être la zone de forte croissance démographique. Qui est l'Afrique. Alors là encore, je vous mets les projections probabilistes. Hein. Entre les deux courbes rouges, vous avez 80% de chance. Entre les deux courbes bleues, je ne l'avais pas dit avant, entre les deux courbes bleues, c'est 95% de chance. D'accord. Donc on se dit que l'évolution de la population en Afrique, elle devrait être à peu près comme ça. Donc elle est environ à 1,5 milliard, vous voyez, et dans le point bas des 80%, on serait au-delà de 3 milliards, donc elle est le double. Donc, vous voyez, il faut bien voir que l'augmentation prévue de la population mondiale, elle est là. Elle n'est pas ailleurs, finalement. Hein. La croissance, elle est là. Donc, elle a 80% de chance d'avoir une augmentation de sa population qui est comprise entre 132% et 238%. Alors là, on peut se reposer la question, est-ce que elle, l'Afrique, par sa production individuelle ou par sa production passée, est-ce qu'elle est capable d'assurer un maintien, en fait, de sa production par tête? Et bien, 132%, elle, c'est ce qu'elle a fait en 40 ans. D'accord. Donc, sur le point bas, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle refasse d'ici la fin du siècle ce qu'elle a fait au cours des 40 dernières années. Mais 238%, c'est-à-dire le point haut là, des 40%, c'est ce qu'elle a fait en 60 ans. Donc vous voyez que l'enjeu, hein, même l'enjeu de production, est beaucoup plus complexe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le continent qui a la réserve de croissance démographique mondiale, mais c'est aussi celui qui, certes, a augmenté sa production au cours des dernières décennies, etc., et ça, il faut le saluer, mais n'a pas augmenté sa production par tête. En fait, ce que fait l'Afrique depuis les années 60, c'est qu'ils augmentent la production à peu près autant que la démographie. D'accord ? Et là, on le voit très bien sur le graphique, qui va de 1960 jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est la production alimentaire par habitant d'une zone, et en bleu, vous avez l'Afrique, donc ça ne bouge pas. Donc il y a une forte augmentation de la population, mais il n'y a pas d'augmentation de la production par tête. Le gris, c'est le monde, donc on a augmenté, mine de rien, ça paraît petit sur l'échelle, mais on a augmenté de 50% la production par tête, voilà, donc on est capable de nourrir plus. Et l'Asie, elle, est passée à fois 2,5. Donc vous avez un continent qui, historiquement, n'a pas su augmenter sa production par tête alors que les autres le faisaient. Qui va être soumis à un réchauffement climatique et donc aux effets négatifs potentiellement du réchauffement climatique, parce que comme Kathleen a dit, c'est peut-être bien pour les Russes, pour les Sibériens ou pour les Canadiens, mais la croissance de la population, elle n'est pas là-bas. Voilà, à raison ou pas, elle est là. Et donc on a un vrai enjeu entre accroître la production par habitant en Afrique ou accroître sinon sa dépendance stratégique alimentaire vis-à-vis du reste du monde. Donc le continent qui, lui,
aura la plus forte croissance démographique risque d'être en position de dépendance sur l'essentiel qui est nourrir sa population. Je vous remercie. Merci beaucoup Hippolyte Dalbis d'avoir expliqué ce lien entre démographie et sécurité alimentaire. Je rappelle aux personnes qui sont dans la salle et aussi celles qui nous suivent en ligne que vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS. Et je vais passer la parole à Emmanuel Auriol qui va expliquer justement le rôle des propriétés nutritives des aliments. Oui, alors le rôle des propriétés nutritives, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais parler donc de qualité, qui est un sujet en fait qu'on aborde peu parce que c'est difficile à mesurer la qualité. C'est plus facile de mesurer des hectares cultivés, des kilos, des litres. Mais la qualité est très problématique, elle est multidimensionnelle, et pourtant elle joue un rôle essentiel. Alors c'est bizarre. Oui, c'est ça. En fait, les explications donc, de la malnutrition et des problèmes que cela peut créer, particulièrement d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Donc là, ce que j'ai mis, c'est des camemberts qui montrent en fait ce que les ménages consomment en pourcentage. Et donc, plus un pays est riche, plus il y a de couleurs, plus il y a de petits triangles. Et ça veut dire en fait que plus notre consommation est diversifiée, on consomme beaucoup de choses différentes. Non seulement elles sont différentes, et ça c'est une mesure de la qualité bien sûr, hein, le choix, la profusion, mais en fait elles sont aussi de meilleure qualité. Par contre, si vous regardez donc les low income countries, je suis désolée c'est en anglais, eh bien vous voyez que la moitié du cercle c'est vert et c'est l'alimentation. Hein. Donc en fait les pauvres, ils consacrent la moitié de leurs revenus à se nourrir. Donc, pour eux, c'est important, évidemment, d'avoir des biens, de la nourriture de qualité. Eh bien, ils n'en ont pas. Donc, ça, c'est un indice de qualité de la nourriture par pays. Et donc, les couleurs, hein, les bleus, c'est les plus riches, les rouges, c'est les plus pauvres. Comme on l'a évoqué, hein, les pays qui ont la qualité alimentaire la pire sont des pays d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, je vous encourage, alors j'espère, je vois qu'il y a plein de jeunes, j'espère que vous allez voyager, c'est de moins en moins clair qu'on puisse le faire, mais j'espère de tout cœur que vous allez le faire. Et quand vous irez dans des pays pauvres, ne mangez pas des fruits dans la rue, hein, ne mangez pas des steaks pas bien cuits, parce que vous allez être très 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 malade, et ne buvez pas de l'eau comme ça au hasard, vous ne buvez que de l'eau en bouteille minérale fermée. C'est des conseils de quelqu'un qui a souffert, donc voilà, mais c'est tout à fait amical. Et donc ce que vous voyez là, cet indice, ça comprend plein de choses, c'est des moyennes en fait, mais ça comprend évidemment la qualité nutritive des aliments, la volatilité des prix, le fait que les prix ne soient pas stables. Hein, donc évidemment, quand on consacre 50% de son revenu à acheter de la nourriture, si les prix varient beaucoup, on subit évidemment ça de plein fouet. Mais aussi l'hygiène, donc les différentes contaminations qu'ils peuvent avoir. Donc les plus pauvres du monde, ils mettent 50% de leur revenu dans la nourriture, et cette nourriture, elle a des propriétés évidemment nutritives et pour la santé très, très mauvaises. Donc, je voudrais, alors on n'en a pas vraiment parlé, enfin Pierre en a parlé, il a parlé donc des conséquences que ça pouvait avoir sur la santé, notamment en termes de poids. Mais en fait, alors les économies, ça c'est pour les étudiants, j'espère que je vais créer des vocations, devenez économiste, hein, c'est un super boulot, regardez, on devient comme nous, hein, ça fait tellement envie, voilà. Alors, on est tout vieux et puis on parle pendant des heures. Donc, non, mais en attendant, on a besoin de gens jeunes qui vont faire des choses utiles. Et donc, en fait, les économistes ont fait un truc super, là on est très bon, c'est pour établir des causalités, c'est-à-dire, parce que le problème, quand on est humain, il se passe plein de choses en même temps, et donc c'est souvent des corrélations qu'on montre. Hein, c'est, la nourriture n'est pas bonne, en même temps je suis plus maigre, bon, voilà. Alors. Mais en fait, donc, moi il y a une économiste que j'aime beaucoup, qui est Janet Curie, qui a contribué donc à établir des causalités, ce qui est plus difficile, donc entre une mauvaise nutrition, notamment in utero, donc quand on est dans le ventre de sa maman, et puis les conséquences à long terme, notamment sur l'éducation par exemple. Et ces conséquences à long terme, donc c'est pas des conséquences à court terme, c'est pas juste le fait que vous êtes plus léger,
à âge égal, c'est le fait que vous allez avoir des retards de croissance aussi cérébrale et donc des nombres d'années d'études beaucoup plus faibles. Donc il y a des coûts à court terme. Donc la mauvaise qualité à court terme, c'est 600 millions de personnes qui tombent malades, c'est 10% de la population mondiale suite à la consommation de nourriture contaminée. Et il y en a 420 000 qui meurent chaque année. La plupart, c'est des enfants en dessous de 5 ans. Donc il y a le fait d'être mal nourri, mais ça tue si c'est contaminé. Donc ça, c'est le court terme. Et donc, les coûts, alors on peut évaluer le coût de ce truc-là, c'est en gros 110 milliards d'euros par an. Donc ça nous donne une mesure de ce qu'on peut y mettre pour éviter ce fiasco. Mais dans le long terme, et c'est là où les économies sont très utiles, c'est les conséquences donc, sur la croissance, et en particulier l'acquisition de capital humain, donc la capacité à aller à l'école, à apprendre des choses. Et donc, chez les enfants, donc il y a des études plutôt de biologistes qui montrent que la croissance du cerveau, la vélocité des synapses est affectée par la malnutrition. Mais pour l'éducation, donc là il y a une étude que j'aime bien, moi, où ils ont utilisé le fait qu'il y avait du retard donc aléatoire dans le fait qu'on donne des suppléments en iode aux mamans pendant qu'elles étaient enceintes. Et donc ça, comme c'était aléatoire, on peut voir les conséquences à long terme sur l'éducation des enfants, et ils perdent une demi-année d'études quand leur maman n'est pas nourris correctement. Donc la qualité de ce qu'on mange, ça a une conséquence évidemment sur le long terme, capacité à apprendre, capacité à être éduqué et donc la croissance. Donc pour introduire un peu... c'est coincé maintenant. Ah ça y est. Donc pour introduire un petit peu ce que va nous dire Akiko, ça a des conséquences aussi, la qualité sur le commerce. Donc évidemment, comme le reste du monde, c'est un peu un Far West sans certification, sans contrôle. Les pays riches sont entourés de contrôles qui font que ça devient très difficile pour les pays pauvres d'importer. Donc c'est des barrières au commerce techniques, ce n'est pas des quotas. Et là, vous voyez les mesures sanitaires et phytosanitaires à la frontière, leur évolution dans le temps. Donc elles ne font qu'augmenter. Ça, c'est pour protéger évidemment les consommateurs dans les pays riches. Mais vous comprenez bien que quand on vient d'un pays pauvre, c'est un obstacle pour pouvoir exporter. Et donc ça, c'est les rejets à la frontière, pareil. Donc on a l'hétérogénéité, mais les pays pauvres, évidemment, sont affectés par ces rejets à la frontière. Et donc, pour introduire donc ce que va nous expliquer Akiko, la qualité des exportations se ressent évidemment dans le fait qu'on est exposé à un univers où la qualité générale est très faible. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit sur la productivité, pourquoi elle décolle pas, il faut voir aussi que les inputs qu'utilisent les paysans dans les pays pauvres sont de très mauvaise qualité. Notamment, par exemple, on a besoin de semences certifiées. Et donc, il y a aussi des études randomisées de très jolies sur ce sujet. Et là, ce qu'on voit, c'est que les paysans ne veulent pas les utiliser parce que ceux qui leur vendent les mélangent avec de la terre. Et donc, au final, le rendement de ces semences qui sont soi-disant certifiées, de qualité, ne sont plus de qualité et le rendement est faible. Donc, ils préfèrent utiliser les semences qu'ils utilisent d'une année sur l'autre et qui ont un rendement très, très bas. Donc, tous ces problèmes de qualité, ça bloque la croissance. Et ça, c'était donc la dernière transparence que je voulais vous montrer. Nous, on est dans des forteresses de qualité. La certification, ça c'est le nombre de firmes qui ont des certifications par zone géographique et par richesse des pays. Là encore, vous voyez que l'Afrique subsaharienne, donc les pays les plus pauvres de la planète, n'ont aucune protection interne. Donc ça, c'est plutôt les politiques publiques. Et je trouve, j'en suis navrée, Pierre, mais que les agences de développement n'ont pas fait un boulot super pour développer cette aide en fait publique à améliorer justement la qualité. Donc là, il y a du gros boulot à faire, je trouve. Voilà, merci, et je donne la parole donc à Akiko. Enfin, si on veut bien lui mettre ses slides. Oui, donc merci. J'ai hypnotisé Diane qui dormait. Donc voilà. Merci Emmanuel Auriol pour cette explication du lien entre qualité alimentaire et sécurité alimentaire dans le monde. Et donc face à ces défis structurels, le fonctionnement du système alimentaire est mis en tension, et justement ce fonctionnement il est fortement ancré dans le commerce international, et c'est ce que va montrer Akiko Suwa-Eisenman. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc pour revenir donc imaginez donc dans le monde à quoi sert le commerce, quoi. Donc dans le monde il y a ces régions dont on a parlé en surplus alimentaire, c'est-à-dire avec beaucoup de terres cultivables et aussi d'autres ressources, notamment l'eau.
des températures adéquates et des rendements élevés, et plutôt une démographie, une demande assez faible, avec une population exigeante, mais en stagnation, en déclin. Et donc cette demande est inférieure à la production. Et par ailleurs, il y a aussi des régions en déficit alimentaire, avec peu de ressources et des rendements faibles, et donc une demande élevée et supérieure à la production. Donc ceux qui ont fait un peu de commerce international parmi vous, donc de ces régions en surplus vers les régions en déficit, il y aura un mouvement des échanges. Et donc le commerce international, ce qu'on apprend dans un amphithéâtre comme ici, ce serait de dire ça équilibre cette demande et offre au niveau mondial. Ça permet aussi d'avoir des prix qui seraient sans doute moins élevés que le prix qu'on aurait dans chacune de ces régions, enfin en tout cas dans les régions en déficit alimentaire, on peut penser que le prix sans commerce serait très élevé. Et donc là, ça permet d'avoir des prix plus faibles grâce aux importations. Et ça permet aussi d'accéder à des variétés, donc à des biens produits ailleurs qu'on ne peut pas produire chez nous. Donc le commerce international est une réponse, pas complète, mais partielle, à plusieurs des dimensions de la sécurité alimentaire, donc la disponibilité, les quantités, l'accès, donc les prix, l'utilisation, donc ces variétés nouvelles dont on peut espérer qu'elles sont nutritives, qu'elles sont de bonne qualité nutritionnelle, et la stabilité, c'est-à-dire le fait que s'il y a une rupture d'un de ces échanges, d'un de ces liens d'échange à un moment donné, parce qu'un bateau s'est coincé dans le canal de Suez, par exemple, eh ben on peut aller importer d'ailleurs. Cette diversification des sources qui permettent d'assurer cette stabilité. Et donc là, vous avez deux cartes du monde. En bleu, c'est les pays exportateurs. En rouge, c'est les pays importateurs. Pour deux produits différents, les céréales et les fruits. Et on parle beaucoup des céréales à cause de l'invasion de l'Ukraine. Mais donc les céréales, vous voyez, en bleu, c'est plutôt les régions du nord de l'hémisphère, plus le Brésil et enfin, l'Amérique du Sud. Et les régions en rouge, pour les céréales, on voit beaucoup de rouge en Afrique. Mais pour les fruits, c'est l'inverse. Pour les fruits, de nouveau, ça va plutôt du sud vers le nord. Donc, il faut aussi avoir en tête que les échanges vont dans tous les sens. Ils vont aussi dans tous les sens parce qu'on n'échange plus seulement des produits finis, mais aussi des inputs, des intrants. L'agriculture, on parle souvent des chaînes de valeur internationales en pensant à Apple et à l'iPhone, mais il y a aussi des chaînes de valeur internationales en ce qui concerne le jus d'orange ou par exemple le Nutella. Donc, ce qui m'amène et donc, quand on parle de commerce international, il faut aussi distinguer entre deux types de commerce international. Il y a un commerce international en transfrontière, entre deux pays voisins. Et dans les pays du Sud, ça va être des commerces plutôt informels et plutôt de fruits et légumes. C'est des femmes, souvent, qui tiennent ces commerces, qui transportent littéralement dans des sacs à dos, enfin, l'équivalent des sacs à dos. Et par ailleurs, il y a ce commerce longue distance, formel, des grandes entreprises, plutôt des céréales, et aussi des produits frais, ou des produits, des conserves de fruits et légumes, qui sont aussi bons pour la nutrition, et aussi ces produits transformés, ultra transformés, les sachets de chips et Coca-Cola. Et il y a, dans ce commerce international, il y a eu un mouvement de concentration. Concentration en termes de produits. Il y a 3 céréales majeures maintenant, blé, maïs, riz. Concentration entre pays, que ce soit des pays exportateurs ou des pays importateurs. Et concentration en termes d'entreprises. Donc on parle souvent, dans le négoce international, on parle de ABCD, 4 entreprises qui tiennent à peu près 80% ou voire plus du négoce international. C'est la même chose pour les semences et les pesticides. Et en France, on sait que la grande distribution alimentaire, c'est 6 distributeurs face à 400 000 agriculteurs.
Donc il y a un pouvoir de marché, une concentration. La concentration, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des économies d'échelle, il y a d'énormes investissements, et être très gros, ça permet d'investir. Ça a permis aussi, dans les 2 dernières années, pour les plus gros, par exemple, de ces négoces internationales, à pouvoir importer en Afrique à des coûts beaucoup moins élevés que ce que pouvaient importer les petits importateurs locaux. Et la qualité est sans doute aussi assurée, la qualité, la sécurité, ne pas tomber malade, quoi. Mais ils ont aussi un pouvoir de marché, il y a aussi une dépendance des clients envers ces gros acteurs, et donc une vulnérabilité dans le sens d'une dépendance envers ces sources qui se raréfient, et peut-être une volatilité des prix, et en ce qui concerne aussi cette prégnance des produits ultra transformés, un problème sur la nutrition. Donc vous voyez ces dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure de sécurité alimentaire, disponibilité, accès, utilisation. Il faut mettre des nuances, il faut faire attention à ce qui se passe dans le grain du détail. Volatilité des prix, donc ça c'est un graphique que vous avez dû souvent voir. Des céréales, une des composantes de notre alimentation, et puis 2 intrants essentiels, l'énergie, parce qu'il faut aussi il faut aussi de l'énergie pour faire marcher toutes les tracteurs et les usines de transformation, et les engrais. Et vous voyez que, en tout cas au niveau international, il y a eu un pic énorme en juin 2022, mais qui est en train de se résorber. Au niveau intérieur, donc prix domestique, ça ne s'est pas complètement traduit encore, parce qu'il y a les taux de change, parce qu'à l'intérieur des pays, enfin, il y a aussi ces pouvoirs de marché, non seulement international, mais aussi à l'intérieur des pays, et aussi parce qu'il y a ces barrières, soit tarifaires, soit non tarifaires dont a parlé Emmanuel. Et pour cela, il faut se rappeler que si les pays du Nord subventionnent beaucoup leurs agriculteurs, les pays du Sud, eux, ils protègent aussi beaucoup, donc ils mettent aussi beaucoup d'obstacles à l'échange. Importer donc dans ces commerces transfrontières du maïs entre 2 pays voisins ou des semences entre 2 pays voisins, on n'y arrive pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas les normes. Donc, voilà. Et ça c'est mon dernier point, c'est dans la sécurité alimentaire, il y a encore 2 autres dimensions qui sont très importantes, la durabilité et en anglais agency, en français c'est agencéité, ce qui veut dire, c'est pas très drôle, mais c'est pouvoir dire. Alors la durabilité, c'est pouvoir régénérer l'alimentation pour demain. Régénérer, on pense souvent à la terre, mais c'est pas seulement la terre, comme l'a dit Kathleen, c'est aussi toutes les autres sources et pas trop polluées aussi. C'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, le travail. On n'a pas envie de casser les gens, les agriculteurs, les migrants qui sont souvent dans l'agriculture, dans le travailleur saisonnier et les travailleurs dans les industries de transformation. On a envie aussi qu'ils aient des conditions de travail dignes. Donc la durabilité, c'est social et environnemental. Donc ça, il y a l'autre face des échanges que vous montre ce graphique, c'est que à travers l'échange des produits alimentaires, ici des produits alimentaires, ici des céréales et de leurs produits dérivés comme les farines, il y a aussi un échange des ressources naturelles. Ici, c'est l'échange des nappes phréatiques utilisées dans la production de ces cultures. Et les couleurs, c'est les couleurs des grands exportateurs, donc Pakistan, Mexique, États-Unis. Ils exportent leurs nappes phréatiques vers d'autres pays. Donc, il faut prendre en compte cet échange de ressources naturelles. Ici, c'est juste l'exemple de culture. Ce ne sera pas la même chose pour d'autres produits alimentaires. Ce ne sera pas la même chose si on considère l'eau, si on considère la pollution. Donc, il y a, ce qui veut dire, et ça, ce sera mon point de conclusion, la sécurité alimentaire est multidimensionnelle. Et le tableau qu'on en a dépend beaucoup des biens que l'on regarde, des régions et des modes de production.
Et donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de variétés, que c'est très complexe, mais ce qui veut aussi dire qu'il y a beaucoup de choix. Donc, c'est des choix à faire entre nous en tant que citoyens pour décider, des choix en tant qu'hommes politiques. Certains d'entre vous vont peut-être devenir des hommes politiques. Et si certains d'entre vous veulent aussi devenir des chercheurs, des femmes politiques, si certains d'entre vous veulent devenir des chercheurs et des chercheuses, il y a aussi beaucoup de choses à étudier. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va passer à un temps d'échange, à la fois pour rebondir sur ce qui a été dit et puis aussi pour prendre des questions. Alors, on n'a pas reçu de questions par SMS pour le moment, mais bien sûr, si vous avez des questions dans la salle, on peut bien sûr y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas et peut-être qu'on peut commencer par... Ah, il y a des questions qui ont été reçues, mais moi je ne les ai pas sur la tablette. Ok. Il y en a plutôt beaucoup, oui. Ok. Alors, on va peut-être commencer. Parce que, par exemple, alors, il y a une question technique pour Emmanuel Auriol sur concrètement, dans les études économiques, comment mesure-t-on la qualité des aliments ? Merci. Alors, je suis contente de commencer. Hein. Une question facile. C'est une très bonne question. Donc, effectivement, c'est multidimensionnel. Dans la qualité, en économie, on regarde plusieurs choses. On regarde d'abord si elle est observable avant l'achat, si elle est observable après achat et usage. Donc, par exemple, on peut se dire, j'aime pas le travail des enfants, donc j'achète cette veste, je vois quelle couleur elle a, son design. Ça, c'est avant l'achat. J'aimerais avoir une veste durable, donc quand je la lave, est-ce qu'elle va se déformer ou pas? Ça, je ne le sais pas quand je l'achète, mais je vais la prendre. Et puis le travail des enfants, je ne le saurai jamais. Je peux la porter 3000 ans. Ça, c'est une caractéristique qui est importante, mais que je ne vais pas observer. Et donc les économistes, nous, c'est cette dimension-là qui nous intéresse, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que quand la qualité est observable avant l'achat, c'est très facile, il n'y a pas de problème de signalement, donc les échanges sont directs, je vois si ça me convient ou pas. Quand je découvre la qualité après l'achat, il y a un problème potentiel. Alors pour les jeunes qui sont dans la salle et qui ne regardent pas de TikTok, il y en a, ils regardent pas, je sais pas, enfin je dis TikTok au hasard, hein, je ne sais pas. Mais un truc qu'on utilise, c'est quoi? C'est les assurances en fait. Hein, donc je garantis, voilà, vous ne savez pas, mais je vous garantis que si la qualité n'est pas comme je vous l'avais promis, je me tire une balle dans la tête. Donc évidemment, ce qui est important, c'est que vous croyez que je vais me tirer une balle dans la tête, donc que le système judiciaire va m'imposer cette pénalité. Si vous le croyez, vous savez que je ne vais pas dévier, et donc vous avez confiance dans et vous achetez une voiture, par exemple, qui vaut plusieurs années de travail, mais parce que vous êtes sûr que la qualité de cette voiture sera au rendez-vous, parce qu'il y a une assurance. La dernière dimension que j'ai évoquée, celle qu'on appelle dimension de confiance, parce que vous ne pouvez pas savoir, c'est dans l'alimentation très important, parce que vous ne savez pas si, par exemple, si vous voulez manger sans OGM, vous ne le savez pas. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il y a peut-être des OGM dedans, vous ne le saurez jamais. Si vous ne voulez pas de produits chimiques, pareil, vous allez manger quelque chose que vous croyez bio, mais ce n'est pas forcément bio. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions parce que j'avais un petit ami et ses parents étaient agriculteurs et donc je les avais aidés à ramasser les fruits et les légumes et quand ils étaient moches, ils disaient on va les vendre comme bio. Mais je dis mais c'est horrible, ils n'étaient pas bio du tout ces trucs. Donc vous voyez, c'est un vrai problème, hein, même dans les pays riches. Donc parmi le bio, il y a des trucs qui ne sont pas bio et vous avez besoin d'avoir confiance dans une étiquette. Et donc c'est pour ça que j'ai montré en dernier dans les transparents la certification. C'est quelque chose d'extrêmement important pour soutenir la qualité, pour toutes ces dimensions qu'on ne voit pas. Mais donc ça c'était une partie, vous voyez, de la qualité que les économistes en tout cas regardent. C'est comment on peut l'observer et la signaler aux consommateurs. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, allez-y. J'aimerais ajouter quelque chose et poser une question à Emmanuel, parce qu'il me semble qu'il y a un aspect de qualité qui est en train de monter dans le débat public et qui est extrêmement important lorsqu'on regarde des questions de malnutrition, y compris dans les pays en développement, qui est la qualité au sens du régime alimentaire. Et on ne sait pas bien la mesurer parce qu'on ne sait pas bien quel type de régime est idéal pour l'homme. Alors je pense qu'il y a beaucoup de débats sur la question. Est-ce que ça c'est aussi pris en compte? Est-ce qu'il y a des papiers qui essayent de mesurer cet aspect-là? Donc c'est pas directement le lien que tu as évoqué entre la qualité et la santé directe, mais c'est un lien plus diffus
sur les besoins nutritionnels de l'homme et le fait que si on boit trop de soda, on devient obèse, etc. Oui, alors l'obésité, c'est un sujet aussi, je suis désolée de ne pas avoir rebondi dessus, qui est très, très intéressant et qui touche effectivement les pays en développement. Et alors ce qui est vraiment intéressant quand on regarde, c'est qu'il y a une asymétrie entre les hommes et les femmes. Parce que big is beautiful dans certaines cultures, donc une femme doit être ronde, et donc ça veut dire que les courbes d'obésité ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes au sud. Donc ça c'est un problème. Et dans les pays riches, c'est une ligne de division qu'il y a entre les riches et les pauvres. C'est que les pauvres, par exemple, on étudie dans les supermarchés qui sont à des distances accessibles pour les pauvres, il n'y a que des produits secs. Et ces produits secs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Donc c'est des chips. Et ça, vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez pas acheter des... Donc moi, je ne suis pas nutritionniste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut manger, mais je sais qu'il ne faut pas manger que des chips, ça c'est sûr. Et que du Nutella qu'évoquait perfidement d'ailleurs. Mais sur le signal d'une bonne nutrition, je pense qu'en France, par exemple, il y a le Nutri-Score, qui est un label, et les ABCDE que vous voyez, qui vous font de temps en temps hésiter pour passer de B à A. Donc ça, je trouve que c'est un bon index qui donne cette information aux consommateurs, mais qui donne aussi... qui font une petite piqûre de rappel aussi vers l'industrie qui change ses recettes, effectivement, pour essayer de passer d'avoir un meilleur score. Et donc, une généralisation du Nutri-Score, par exemple, au niveau européen, qui est discuté ces jours-ci, serait quelque chose d'intéressant. Et ça revient sur cette question des qualités qu'on n'observe pas. Et donc, ça s'appelle, on fait du behavioral en économie. Donc, par exemple, vous avez sur les ampoules, vous avez aussi A+, etc. Et ça oblige, c'est du nudging. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Une incitation, en fait. Donc, en mettant un signal très clair sur un produit, on va vous attirer votre attention dessus, parce qu'il y a plein de caractéristiques cachées, en fait. Et donc, Kiko a parfaitement raison. Si on vous met un Nutri-Score et qu'on vous dit c'est Z, vous allez commencer à réfléchir peut-être à ne pas manger un truc qui est Z. Et ça c'est très utile, vous voyez. Mais ça, c'est dans les pays riches, ce processus de mettre ces étiquettes. Ces étiquettes, elles transforment une caractéristique que vous ne pouvez pas observer en quelque chose que vous pouvez lire, donc qui est observable avant l'achat. Mais il faut y croire à l'étiquette. Et dans les pays pauvres, il y a plein de faux, il y a plein de contrefaçons, il y a plein d'étiquettes bidons. Il faut y croire, et le fait qu'il y ait l'étiquette ne résout pas le problème d'accès aux produits ayant un Nutri-Score satisfaisant. C'est-à-dire qu'en gros, les pauvres ont accès à un certain type de produits qui, en général, ne sont pas dans les produits de meilleure qualité. Merci beaucoup. On a une question de démographie aussi pour Hippolyte Dalbis. Donc, pourquoi réduire le taux de natalité en Afrique, qui est un des continents les moins polluants, au lieu de diminuer l'empreinte carbone des individus des pays industrialisés, et notamment aussi de diminuer la production alimentaire, puisque une partie contrôler la production alimentaire parce qu'une partie part dans le gaspillage alimentaire. Alors moi, je n'ai pas dit qu'il fallait réduire la natalité en Afrique, ou alors peut-être ça m'a échappé, mais beaucoup l'ont pensé, en fait, beaucoup l'ont dit, écrit, et que c'était essentiellement, justement, suite à ces rapports des années 60, et c'est vraiment toute une politique menée notamment par la Banque mondiale dans les années 70. Donc on a un petit peu un retour d'expérience, c'est qu'on ne s'est pas imposé une réduction de la natalité. C'est extrêmement complexe, ou alors on sait le faire dans des pays qui sont extrêmement autoritaires, et typiquement la Chine. Voilà, donc il faut quand même une structure assez particulière pour arriver à contrecarrer les plans des couples, si je puis dire. Et intervenir dans le privé et dans l'intime. C'est vraiment choisir le nombre d'enfants que l'on veut avoir, ça relève vraiment d'une décision très privée, très personnelle. Et donc c'est une très forte intervention de l'État avec des moyens considérables pour pouvoir imposer un changement de comportement. Et même lorsque ça a été fait, ça a été fait en Chine, j'ose pas dire avec succès, parce que au contraire, l'objectif a été atteint, mais il y a eu des effets collatéraux terribles, qui étaient essentiellement une sélection sexuelle des naissances, avec un pourcentage de petites filles naissant beaucoup plus faible que celui de petits garçons, créant d'autres problèmes potentiels.
que l'on voit venir. Hein. Un certain nombre de garçons ne trouvant pas de femmes avec qui se marier après coup. Quoi. Donc, on ne sait pas très bien, justement, imposer un contrôle des naissances. On ne sait pas si on souhaite le faire en plus. Hein. Je pense que Pierre parlait de questions éthiques, et là, on est vraiment dans une éthique qui est assez complexe. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que plus vous investissez dans l'éducation, et notamment l'éducation des jeunes filles, hein, donc ça a été vraiment les politiques phares des années 80-90, plus finalement elles retardent l'âge du mariage et donc l'âge à la première naissance, l'âge à laquelle elles deviennent mères pour la première fois. Et ça, c'est un marqueur très fort qui a un impact sur la descendance finale. Et donc vous avez, si je puis dire, un double gain. Non seulement vous investissez dans l'éducation, et ça permet de se réaliser, d'avoir une vie potentiellement plus riche, plus intéressante, etc., à grande échelle pour la population. Et en plus, on voit que vous modifiez les choix et ces jeunes filles ont moins d'enfants, et ça peut alléger le problème de la sécurité alimentaire ou différents problèmes. D'accord ? Donc, vous voyez, la perspective est assez différente. De façon plus générale et plus globale, on ne pense pas en fait que la démographie cause l'insécurité alimentaire. Et ça a été dit en introduction, et je pense que voilà, il faudrait peut-être réinsister pour que le message soit bien clair. C'est généralement un problème qui est un conflit. Vous avez une zone où il y a un conflit, là vous avez un phénomène d'insécurité alimentaire. Vous avez des institutions qui ne fonctionnent pas, d'accord ? Parce que et donc là, vous avez un problème d'insécurité alimentaire. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les zones où apparaissent ces événements, typiquement dans une zone où apparaît un conflit, si vous avez une population nombreuse, alors le problème d'insécurité alimentaire est encore plus grand. Donc ce n'est pas la démographie qui le cause, mais il peut l'amplifier. Merci beaucoup. Alors, on a toute une grappe de questions autour des politiques à mener. Donc, quelles sont les réponses aujourd'hui politiques à l'échelle internationale et locale qui sont données ? Quels sont les outils, les instruments qu'utilisent aussi les agences de développement, avec quelle efficacité ? Et enfin, il y avait une question qui est un peu liée, mais sur le rôle de la PAC et des critiques qui peuvent être adressées à la PAC, et donc à la question de l'efficacité de la PAC également en Europe. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, moi, je commence. Bon, sur les politiques publiques et notamment sur les mesures internationales, je pense qu'il faut distinguer entre les mesures transitoires et les mesures permanentes. Je pense que quand on parle à un industriel ou à quelqu'un qui est vraiment dans le secteur privé, il dit « Moi, les mesures qui changent tous les ans, je ne peux pas faire, c'est trop difficile, je ne peux pas réorganiser ma production tous les ans. » Et c'est exactement ce qui se passe avec ces mesures transitoires au niveau soit international, soit à l'échelle des pays. Quand il y a eu d'abord le Covid, puis l'Ukraine, il y a beaucoup de pays qui ont mis des interdictions d'exportation transitoires pour sauvegarder la production agricole à l'intérieur de leur pays. Et donc, sur le coup, c'est bien pour les consommateurs parce qu'ils ont toutes ces quantités à l'intérieur des pays. Mais même sur l'année d'après, un producteur agricole, s'il a été attrapé une fois, il ne sera pas attrapé une deuxième fois. Il sait qu'il va devoir vendre, pas à perte, mais à des prix moindres. Il a dû renoncer à des marchés, à des contrats. Et donc, il va produire moins ou il va faire autre chose. Donc, et donc, ces interdictions temporaires, tout d'un coup arbitraires d'exportation qui ont été menées par certains pays, ont, pour leur propre pays, à moyen terme, n'étaient pas très bons. Et sur le plan international, ça a aussi asséché la quantité disponible au niveau international. Et d'ailleurs, donc l'Inde est en train de recommencer ça depuis un an sur le riz. Donc le prix du riz est en train d'augmenter. Et le riz, c'est une céréale de pauvres, et donc c'est un peu inquiétant. Transitoire, ça c'est des mesures transitoires. À côté de ça, il y a des mesures permanentes ou des politiques permanentes. Je pense qu'un aspect de la sécurité alimentaire, c'est la sécurité alimentaire d'urgence, humanitaire. Et donc pour ça, il y a le programme alimentaire mondial qui intervient dans beaucoup de pays comme intervenant dernier ressort, qui emmène d'autres pays avec lui pour aider des pays en crise et en conflit. Et donc, notamment, l'Ukraine était un des grands pourvoyeurs de blé du programme alimentaire mondial.
Il y a eu aussi, donc, s'agissant de l'Ukraine, pendant un an, l'initiative des échanges sur la mer Noire que la Russie a interrompu en juillet dernier et qui a permis de nouveau d'exporter du blé d'Ukraine. L'OMC, même si elle essaie vraiment, sous la nouvelle directrice générale, de faciliter le commerce des engrais, des intrants clés, donc elle essaie vraiment, mais c'est multilatéral, et donc c'est lent, mais c'est multilatéral et permanent, avec des règles juridiques permanentes, ce qui aussi sécurise le commerce. Et par ailleurs, il y a aussi des choses que fait l'Union européenne, notamment, si elle essayait d'importer des produits propres en termes de carbone, c'est les mesures d'ajustement aux frontières carbone, et interdire les produits issus de la déforestation. Donc après, ça va faire des problèmes d'implémentation, comme on dit, d'application. Je ne sais pas comment on fait de la traçabilité de ces produits-là, mais en tout cas, l'intention est bonne. Oui, alors justement, pour revenir sur cette question-là, toujours pareil, hein, c'est très difficile d'établir que du bois ait été exploité de manière durable. Il y a le double de bois qui est vendu de manière qui est soi-disant durable que de bois qui est exploité, qui est produit de manière durable. Donc, il y a évidemment des certificats frauduleux. Donc ce problème de certification, il est très important pour nous dans les pays riches, mais évidemment dans les pays pauvres. Et pour moi, je pense qu'une des mesures qui peut aider à diminuer l'insécurité alimentaire, hein, c'est d'améliorer le signalement de la qualité sur les entrants, donc sur les engrais et les semences notamment. Et c'est souvent le dernier maillon, si vous voulez, qui pose problème, parce que les sacs arrivent de semences certifiées à la frontière. Ils sont ouverts et séparés en petits paquets pour être vendus de manière locale. Et là, les gens qui sont des revendeurs les mélangent avec de la terre pour faire un petit profit. Ça diminue leur efficacité, ça diminue du coup aussi l'usage que veulent en faire les paysans. Sur les engrais, les études montrent qu'ils n'étaient pas de mauvaise qualité, mais ils ont l'air dégradés parce qu'à cause des conditions de storage, de stockage, je vais y arriver. Et du coup, voilà, donc pour moi, il y a un énorme travail à faire hein, si on veut faciliter le commerce international et l'inclusion des pays les plus pauvres sur ces questions de gestion de la qualité pour leurs exportations, pour leurs importations et pour toutes ces dimensions si importantes donc, pour la santé des gens qui sont des variables qu'on ne peut pas observer avec les yeux tout seul. Je voudrais ajouter quelques remarques sur l'aide au développement, puisque la question posée était qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les politiques adaptées. Et comme j'ai travaillé 10 ans à l'Agence française de développement, j'ai eu l'occasion moi-même de très souvent me poser ce type de questions, parce que la réponse est on ne sait pas, on essaye, et on mesure de mieux en mieux, on essaye de mesurer de mieux en mieux les impacts, ce qui permet de voir la distance entre les objectifs poursuivis et puis les réalisations. On pourrait dire beaucoup de choses sur les impacts, mais ce n'est pas le sujet de cette table ronde. En ce qui concerne le développement en général et l'agriculture en particulier, la première chose sur laquelle je voudrais insister, et qui est vraiment la préoccupation permanente dans une agence de développement, c'est que le développement, ça ne se décide pas de l'extérieur, c'est une dynamique endogène. Donc la question qui est posée, c'est comment aider de l'extérieur une dynamique endogène. C'est un peu le problème du catalyseur. Comment est-ce qu'on catalyse une nouvelle dynamique dans un pays tiers? Et on ne le fait pas simplement en mettant des millions de dollars pour construire des infrastructures. Et de ce point de vue, il y a peut-être deux messages sur lesquels on travaille continuellement dans les agences de développement, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ownership. Donc c'est le fait que les pays qu'on aide soient maîtres de leur destin et de leur politique. Or, on a tendance à considérer que l'expertise est à l'extérieur de ces pays, qu'ils ne peuvent que bénéficier de l'expertise des pays développés. Et donc, on conditionne souvent l'aide qu'on leur donne à l'utilisation de cette expertise. C'est humain, c'est normal,
c'est peut-être même parfois utile, mais en termes de dynamique endogène politique locale, c'est difficile à accepter et à mettre en œuvre. Donc il y a cette tension permanente qui est très difficile à résoudre. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas essayer continuellement. Et en matière de... Et alors le deuxième message, c'est que nous sommes dans des pays développés, et le secteur agricole n'a cessé de diminuer, ça s'est un peu stabilisé maintenant, en termes de poids dans le PIB. Donc on a tendance souvent à dire le développement, c'est autre chose que l'agriculture. Sauf que dans ces pays-là, l'agriculture, c'est une proportion importante du produit intérieur brut et très importante de la création d'emplois. Et donc le développement va commencer par l'agriculture. Et si on ne reconnaît pas cet aspect-là, et si on ne reconnaît pas d'ailleurs que la transition énergétique, alimentaire, etc., elle passe par les agriculteurs, eh bien on fait une erreur de définition de priorité stratégique de l'aide. Et c'est vrai qu'on n'aide probablement pas assez le secteur agricole. Et puis le dernier point, c'est que, comme je l'ai mentionné en ouverture, les politiques agricoles dans les pays en développement ne sont pas suffisamment développées. Donc il faut leur donner des capacités en matière de politique agricole, qu'eux-mêmes les décident, certes, mais, et d'ailleurs, ils se sont réunis très souvent, les pays africains notamment, pour prendre des décisions. L'une des décisions qui n'a jamais été mise en œuvre, c'est de consacrer au moins 10% du produit intérieur brut au développement de l'agriculture. Ce n'est pas fait. Hein. Et donc il faut qu'on aide à cette réalisation. Quand on prend maintenant le point de vue des petits agriculteurs, ils n'ont pas accès au financement, et ils n'ont pas accès au financement parce qu'il y a des incertitudes sur leur récolte, ils ne peuvent pas garantir, ils ne peuvent pas donner leur récolte future en garantie aux banques. Les banques ne l'accepteraient pas. Donc il faut arriver à construire ce système d'assurance, d'accès au crédit, et il y a des progrès qui ont été faits, mais on est encore loin du compte. Donc voilà, c'est compliqué d'aider, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on n'a pas les solutions, et il faut avoir la modestie de ne pas vouloir imposer des solutions qui ont parfois marché chez nous. Un dernier point sur la politique agricole commune, c'est en fait une assurance qui a été donnée aux agriculteurs. Et c'est ça qui a permis le développement de l'agriculture. Alors, elle a des tas d'effets pervers, mais vous savez, on est dans un monde complexe, donc il n'y a aucune solution parfaite. Il faut apprendre à vivre dans le second best. Donc, on doit passer notre temps à choisir le type de problème qu'on veut résoudre. Et si on veut que l'agriculture se développe, il faut reconnaître que l'agriculture est intrinsèquement instable, qu'il y a des problèmes de sécurité, d'insécurité majeure qui se posent, et si on ne les résout pas, l'agriculture ne se développera pas. Le problème, c'est que dès qu'on met en place des systèmes d'assurance, bien on crée des effets pervers, et ça conduit à des excès de production dans certains domaines, etc. Donc on doit gérer les problèmes induits par cela. Donc voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je considère que la politique agricole commune a permis le développement de l'agriculture en Europe, et que maintenant on gère les effets secondaires, pervers que ça a pu créer, et c'est parfois en effet un problème. Je veux bien rebondir là-dessus et justement prendre le cas de la France, hein, parce que bon, il a échappé à personne que les prix voilà, des produits alimentaires, d'un grand nombre de produits ont augmenté, hein, ce qui peut engendrer des problèmes d'insécurité alimentaire, même au niveau France, pour les ménages les plus modestes. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures de type chèque alimentaire, etc., pour aider les personnes à se nourrir ou à acheter les produits de première nécessité. Donc c'est un sujet politique, hein, bien sûr, c'est prix alimentaire, c'est prix de détail. Et je voudrais juste revenir sur, faire un tout petit peu le lien avec la PAC dans le cadre de la politique française et de voir comment est-ce que c'est arrivé chez nous. Hein. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie volonté de préserver justement le revenu des agriculteurs. Et donc, les négociations, et notamment les négociations qui commencent aujourd'hui, hein, il y a des cycles de négociations, il y a des négociations qui commencent en ce moment, sont entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas directement, la grande distribution ne négocie pas avec les agriculteurs, elle négocie avec l'industrie agroalimentaire qui transforme la matière première agricole. Et maintenant, la loi impose, bon, pour ceux qui rentrent dans ce cadre de négociation, la loi impose que le prix de la matière première agricole soit préservé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ukraine? Finalement, il y a eu une hausse des cours mondiaux, il y a eu des turbulences, et du coup, le prix de la matière première agricole a augmenté.
lors des négociations entre grande distribution et industrie agroalimentaire, ils ont dû préserver ça. On ne pouvait pas toucher à ça. Donc, ils l'ont, d'une certaine manière, retransmis dans les prix. Donc, les prix alimentaires, au détail, ont augmenté parce que la loi fonctionne. Et parce qu'on a décidé. Et c'est un petit peu ce que tu disais, on peut pas tout avoir, quoi. On ne peut pas avoir à la fois des agriculteurs qui ont de quoi vivre et de produire une production nationale, et ça on tient à ça, et puis en même temps des prix finaux qui soient bas. Alors, évidemment, tout ça se fait avec des négociations qui sont très tendues entre justement ces deux parties que sont la grande distribution et l'agroalimentaire. C'est très différent en fonction des filières. Hein. Il y a des relations de pouvoir qui sont très différentes d'une filière à l'autre, mais de fait, ce sont eux, ces deux secteurs, qui jouent le rôle d'assureurs. Ce que tu le disais, donc il y a une volatilité des cours mondiaux. On ne veut pas que cette volatilité ait un impact, se traduise trop sur le consommateur final. On ne veut pas qu'elle ait trop d'impact sur l'agriculteur. Donc il faut bien qu'il y ait un acteur qui prenne la volatilité. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment, il va avoir moins de marge du fait qu'il va être obligé de comprimer sa marge. Et un peu plus tard, ce qu'il va vouloir faire, c'est réaugmenter sa marge. D'accord ? Et ce rôle d'assureur, de mon point de vue, il est insuffisamment explicité, et je pense que non seulement il faut l'expliciter, et de fait, il faut rémunérer celui qui joue ce rôle. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, donc on a peut-être le temps de prendre une ou deux questions supplémentaires. Donc il y avait beaucoup de questions qui tournaient aussi sur le rôle des nouvelles techniques, par exemple des OGM, et donc du rôle aussi du principe de précaution. Oui, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Donc, quand on parle d'améliorer les rendements, quel est le rôle de l'amélioration des semences? Et donc, comment il se fait? Est-ce qu'il faut voir le débat sur les OGM dans ce contexte-là? Oui, le débat sur les OGM, c'est un débat très compliqué. On a pris, vis-à-vis de ce débat, une position assez différente en Europe et en particulier en France par rapport aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'objections aux OGM, tandis qu'en Europe, il y en a beaucoup, et en France, c'est interdit dans l'alimentation humaine. Je crois qu'il y a une confusion dans ce débat qui a été entretenue par le fait que les premiers OGM ont été, de la part des entreprises de semences qui les avaient produits, un objet de pouvoir pas pour asservir les agriculteurs, le mot est un peu fort, mais enfin pour obliger les agriculteurs à changer à être complètement dans leurs mains, quoi. Donc on cite tout le temps le cas de Monsanto. Bon, donc il y a un peu une confusion entre le progrès technologique potentiel que peut constituer les OGM, parce que ça peut réellement constituer un progrès technologique. On peut produire des semences qui vont être résistantes à certains types de maladies, ou qui vont pouvoir se développer avec moins d'eau, ou qui vont mieux résister au changement climatique. Ça, pour moi, c'est très positif. Il n'y a pas de raison de le refuser. Alors, ça fait un peu apprenti sorcier, mais finalement, c'est la réalisation par la technologie de quelque chose que les agriculteurs ont fait depuis très très longtemps, la sélection des semences. Donc pour moi, cet aspect-là n'est pas très contestable. Par contre, les structures industrielles qui vont derrière, c'est un peu différent. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Oui, ça revient sur ce que nous racontait Akiko, je crois. Ça revient à ce que nous racontait Akiko, voilà. Dans la première génération des OGM, c'était Monsanto, dont le brevet sur le Roundup se diminuait, et donc ils ont fait cette céréale BT, maïs BT, pour pouvoir prolonger par un autre biais les ventes du Roundup. Mais le maïs BT, normalement, il l'avait appelé, mais ça partait d'un bon sentiment, il ne pouvait pas se reproduire. Parce qu'ils voulaient, justement, ils faisaient attention à ce que ça ne se propage pas. Et donc, sur les autres cultures, donc, le maïs ne pouvait pas se reproduire. Terminator. Ils l'ont appelé Terminator. Ce qui était Terminator. Bon, ça, c'est des mauvaises pratiques. C'est contre ça qu'il faut lutter, mais pas contre le progrès technologique en tant que tel, je pense. Oui, non, pas du tout. Tout à fait d'accord avec ça. Je voulais juste apporter un témoignage de terrain, en quelque sorte. J'ai vu des cultures OGM de coton au Burkina, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des fermiers, et ça a changé leur vie.
Alors, on est au niveau micro, hein, de fermiers particuliers, mais là où ils avaient du mal à produire, ben, voilà, ils ont maintenant une production soutenue et c'était pour eux un changement de revenus tout à fait important. Et le deuxième exemple, c'est au Mali, où en travaillant sur les semences de blé, on a permis la production locale de blé. Alors vous me direz, ça pose des tas d'autres problèmes. Est-ce qu'il faut développer le blé en Afrique? C'est pas du tout une question évidente. Mais enfin, ces fermiers-là étaient contents d'avoir pu le faire, et c'est par le produit des semences. Alors c'est pas OGM, mais c'est quand même, ça montre le potentiel de développement de semences adaptées aux différentes localisations et adaptées au stress hydrique, aux besoins qu'on a, etc. Donc je crois que ça serait dommage de se priver de cet aspect de progrès technique. Merci à toutes et à tous, au public, aux intervenants, aux journées de l'économie pour cette conférence très éclairante sur la sécurité alimentaire. Merci à tous. Et les jeunes, faites de l'économie. Hein. Devenez économiste.